Et si une simple photographie de famille révélait un visage que personne n'attendait? Nous sommes en septembre 1909, dans un petit village de la Beauce, où une grand-mère veuve prépare ses deux petits-enfants pour un portrait censé rassurer leur mère partie à Paris. Mais au moment de poser devant l'appareil, un garçon de 11 ans surgit de l'ombre, un enfant que le village tout entier voulait oublier. Et ce visage de trop allait bouleverser non seulement la mémoire de cette famille, mais aussi le destin de plusieurs générations. Aujourd'hui, je vais vous raconter toute cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels historiques. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est important, car chaque nouvelle personne qui rejoint cette communauté nous aide à garder vivantes des histoires qui portent des leçons de courage, de mémoire et d'humanité. Cette photographie ne devait jamais exister. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi Madame Louise Martin a pleuré pendant 3 jours, après l'avoir vue pour la première fois. Car sur cette image qui semble montrer une grand-mère guidant ses petits-enfants dans les champs de la Beauce, se cache l'histoire d'un enfant qui n'avait pas le droit d'être là. Un enfant dont le visage allait changer le destin de toute une famille. Nous sommes le 14 septembre 1909. Dans moins de 20 minutes, une décision sera prise qui déterminera si un garçon de 11 ans vivra ou mourra seul. Mais pour comprendre ce moment, il faut d'abord que je vous parle de Jean Lefebvre, l'enfant que personne ne voulait voir. La première fois que Madame Louise l'aperçut, c'était derrière la boulangerie du village de Saint-Étienne-des-Champs. Il fouillait dans les restes de pain dur que Monsieur Dubois jetait aux cochons. Ses mains tremblaient, pas seulement de froid, mais de cette faim qui vous ronge les entrailles depuis des jours. Le registre parochial de l'époque mentionne un enfant abandonné arrivé au village, après l'épidémie de scarlatine, qui avait tué ses parents 4 mois plus tôt. Louise avait 63 ans. Veuve depuis 5 ans, elle élevait seule ses 2 petits-enfants, Henriette et Paul, depuis que leur père était mort dans un accident au champ l'année précédente. Leur mère était partie à Paris chercher du travail et n'était jamais revenue. Avec 2 francs par jour quand elle trouvait du travail de couture, Louise pouvait à peine nourrir les enfants. Adopter un orphelin de plus était impensable. Mais voilà, Jean avait les mêmes yeux que son fils défunt. Cette façon de baisser la tête en souriant timidement. Ce regard qui demandait pardon d'exister. Comment une mère, même usée par la vie, pouvait-elle ignorer cela? Le garçon mentait surtout. Il racontait aux autres enfants qu'il avait de la famille à Paris, qui viendrait bientôt le chercher. Il prétendait ne pas avoir faim quand son ventre gargouillait si fort qu'on l'entendait à 3 mètres. Le ferrero du village, Antoine Moreau, l'avait surpris une nuit dormant contre la forge encore tiède. Au lieu de le chasser, il avait commencé à laisser la porte entr'ouverte les soirs d'hiver. Henriette, au début, avait honte. À la sortie de l'école, quand les autres filles se moquaient du petit vagabond qui les regardait jouer, elle faisait semblant de ne pas le connaître. Paul, lui, avec ses 6 ans et son cœur trop grand, partageait déjà son pain avec Jean, même si cela signifiait avoir le ventre vide l'après-midi. Le 8 septembre, une semaine avant la photo, quelque chose changea. Jean avait volé 3 œufs à la ferme des Blanchards. Pris sur le fait, il avait été battu par le contremaître jusqu'à ce que Louise intervienne. Elle avait payé les œufs avec l'argent qu'elle économisait pour la photographie familiale. 5 francs. 3 mois d'économie. Ce soir-là, pour la première fois, elle l'autorisa à manger à leur table. Jean pleura dans sa soupe. Pas des larmes de tristesse, mais ces larmes qui viennent quand on vous traite enfin comme un être humain. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière. Henriette remarqua qu'il gardait un morceau de pain dans sa poche, réflexe de ceux qui ne savent jamais quand viendra le prochain repas. Le maire du village avait déjà averti Louise 2 fois. Les voisins se plaignaient qu'elle encourageait la mendicité. Le père François avait refusé de laisser Jean assister à la messe sans certificat de baptême. Même Dieu, semblait-il, n'avait pas de place pour les enfants sans papier. Mais Louise voyait autre chose. Elle voyait comment Jean tressait des poupées de paille qu'il offrait secrètement à Henriette.
Comment il avait appris à Paul à attraper des grenouilles dans le ruisseau. Comment il travaillait du lever au coucher du soleil dans les champs pour gagner quelques sous qu'il cachait sous une pierre derrière l'église. Le 14 septembre arriva avec une brume épaisse qui enveloppait les champs de blé. Émile Giraud, le photographe itinérant, avait installé son appareil sur la place du village. Les familles attendèrent leur tour, endimanchées, figées dans cette solennité qu'imposaient les longues pauses photographiques. Louise avait préparé les enfants depuis l'aube. Henriette portait sa plus belle robe, celle avec les dentelles que sa mère avait cousues avant de partir. Paul avait les cheveux plaqués avec de l'eau et du savon. Il devait être parfait. Cette photo serait envoyée à leur mère à Paris, preuve qu'ils allèrent bien, qu'ils n'avaient besoin de rien. C'est alors que Louise aperçut Jean, caché derrière le vieux chêne de la place. Il observait les familles posées, fasciné par cette étrange boîte qui capturait les gens. Ses yeux brillaient d'une curiosité enfantine qu'elle ne lui avait jamais vue. Pour une fois, il ressemblait vraiment à un enfant de 11 ans, pas à un survivant usé par la vie. Leur tour approchait. Dans 5 minutes, il serait devant l'objectif. Louise sentit son cœur se serrer. Elle savait ce qu'elle devait faire, ce que la société attendait d'elle. Renvoyer Jean à sa place dans l'ombre invisible. Mais elle savait aussi qu'après cette photo, elle ne se pardonnerait jamais d'avoir laissé un enfant dehors, encore une fois. Et ce qui allait se passer dans les secondes suivantes changerait tout. Absolument tout. Pour comprendre ce qui s'est passé devant l'appareil photo ce jour-là, il faut que je vous raconte ce que personne dans le village n'osait dire tout haut. Saint-Étienne-des-Champs n'était pas seulement un village de la Beauce parmi tant d'autres. C'était un endroit où les secrets pesaient plus lourd que les sacs de blé, où chaque famille cachait ses hontes derrière les volets fermés. 6 mois plus tôt, en mars 1909, l'épidémie de scarlatine avait emporté 17 personnes. Les archives départementales confirment ces chiffres terribles. Parmi les morts, Pierre et Marie Lefebvre, les parents de Jean. Mais ce que les documents officiels ne disent pas, c'est comment le village avait brûlé leur maison par peur de la contagion, laissant leur fils de 11 ans sans rien d'autre que les vêtements qu'il portait. Jean avait assisté à tout. Caché dans le grenier à foin de la grange voisine, il avait vu les flammes dévorer non seulement sa maison, mais tous les souvenirs de son enfance. Les dessins qu'il avait faits pour sa mère. La Bible que son père lui lisait le soir. Le châle en laine que sa grand-mère avait tricoté avant de mourir. Tout était parti en fumée et avec ces objets, son droit d'exister aux yeux du village. Louise connaissait cette histoire. Elle savait aussi quelque chose que même Jean ignorait. Pierre Lefebvre n'était pas un simple journalier agricole. C'était le fils illégitime du baron de Montmorency, le plus grand propriétaire terrien de la région. Une liaison que le baron avait toujours niée, mais que tout le village murmurait. Jean avait du sang noble dans les veines, mais cela ne lui donnait aucun droit, seulement une cible dans le dos. C'est pourquoi certains villageois étaient si cruels avec lui. Ils voyaient dans ce gamin affamé le rappel vivant que les puissants pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les filles du peuple, puis abandonner les conséquences de leurs désirs. Le maire lui-même, Gustave Bernardin, devait de l'argent au baron. Aider Jean, c'était risquer de perdre les faveurs du château. Henriette avait commencé à comprendre tout cela le jour où elle avait surpris une conversation entre sa grand-mère et Madame Durand, l'institutrice à la retraite. Cette dernière venait en secret, 2 fois par semaine, apprendre à lire à Jean dans la remise derrière la maison. Elle utilisait une vieille Bible, la seule livre qu'elle pouvait justifier posséder en plusieurs exemplaires si on la questionnait. Jean apprenait vite, trop vite. En 3 mois, il savait déchiffrer les mots, former des phrases. Il avait cette intelligence vive de ceux qui savent que le savoir est leur seule chance de s'en sortir. Il cachait cette capacité aux autres, jouant l'idiot quand on lui demandait de lire une affiche. Madame Durand disait qu'il aurait pu entrer au séminaire s'il avait eu des papiers, devenir prêtre, peut-être même évêque. Mais sans certificat de naissance, Jean n'existait pas officiellement. Paul, malgré ses 6 ans, avait sa propre façon de protéger son ami. Quand les garçons du village jetaient des pierres à Jean en le traitant de bâtard, Paul se mettait devant lui.
Il rentrait souvent avec des bleus que Louise soignait en silence. Elle ne le grondait jamais pour s'être battu. Comment réprimander un enfant qui défendait la justice dans un monde si injuste? Le secret le plus lourd que portait Jean, c'était ses économies. Sous une pierre derrière l'église, il cachait chaque sou gagné en travaillant dans les champs. 30 francs, une fortune pour un orphelin. Il les avait gagnés en tressant des paniers, en aidant aux moissons, en nettoyant les étables. Ses mains étaient devenues calleuses, ses ongles noirs de terre, mais chaque pièce le rapprochait de son rêve secret. Payer un jour le voyage à Paris pour Louise et les enfants, les emmener loin de ce village qui les étouffait. Le 12 septembre, 2 jours avant la photo, un incident avait failli tout faire basculer. Jean avait été surpris en train de voler du pain à la boulangerie. Pas pour lui, mais pour la vieille Anna, une mendiante encore plus misérable que lui. Le boulanger avait voulu appeler les gendarmes. Louise était intervenue, payant non seulement le pain, mais promettant que cela ne se reproduirait plus. Cette nuit-là, Jean avait fui. Il était parti dans les champs, décidé à ne plus jamais revenir, à ne plus être un fardeau pour celle qui lui montrait tant de bonté. C'est Henriette qu'il avait retrouvée, recroquevillée sous le vieux pont de pierre, tremblant de froid et de désespoir. Elle avait alors fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle l'avait pris dans ses bras et lui avait dit « Tu es mon frère maintenant, tu ne peux pas partir ». Ces mots avaient brisé quelque chose en Jean. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, il avait pleuré. Vraiment pleuré. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots qui secouaient tout son corps maigre. Henriette l'avait ramené à la maison, et Louise avait fait comme si elle ne voyait pas ses yeux rougis. Elle avait simplement posé une assiette de soupe devant lui et dit « Mange, tu dois reprendre des forces ». Le matin du 14 septembre, Louise avait pris une décision. Elle avait mis de côté sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les enterrements. Si elle devait affronter le jugement du village, autant le faire avec dignité. Elle avait aussi préparé 4 tenues, pas 3. La 4e était un ensemble que Paul avait porté l'année précédente. Un peu grand pour lui à l'époque, qui pourrait aller à Jean. Henriette avait compris. Elle avait couru chercher Jean qui dormait dans la grange. Elle l'avait trouvé en train de tresser une poupée de paille, probablement un cadeau d'adieu qu'il comptait leur laisser. Quand elle lui avait tendu les vêtements, il avait d'abord reculé, refusant. C'est Paul qui avait tranché. « Mets-les. Tu fais partie de la photo. Tu fais partie de nous. » Et maintenant, ils étaient là, tous les 4, marchant vers l'appareil photo d'Émile Giraud. Les villageois les regardaient, certains avec surprise, d'autres avec désapprobation. Le maire fronçait les sourcils. Le père François serrait sa Bible. Mais Louise marchait la tête haute, ses 3 enfants autour d'elle. Car c'est ce qu'ils étaient devenus, sans papier, sans permission officielle, mais avec quelque chose de plus fort que tous les documents du monde. L'amour d'une famille choisie. Le photographe Émile Giraud ajustait son appareil pour la 10e fois. Dans son journal, retrouvé des années plus tard dans une brocante à Chartres, il écrirait que ce 14 septembre 1909 fut le jour où il comprit que certaines photographies capturent plus que des visages. Elles capturent des âmes en train de faire un choix. Louise se tenait maintenant devant l'objectif, Jean légèrement en retrait, comme s'il n'osait pas vraiment faire partie du tableau. Les murmures du village s'intensifiaient. Madame Blanchard, celle dont Jean avait volé les œufs, siffla entre ses dents. Une honte. Photographier un voleur avec d'honnêtes gens. C'est à ce moment précis que le baron de Montmorency apparut sur la place. Il ne venait jamais au village le dimanche. Sa présence figea l'assemblée. Ses yeux se posèrent sur Jean, et Louise vit quelque chose passer sur son visage. De la reconnaissance, du regret. Le baron s'approcha lentement, et Louise sentit Jean trembler à côté d'elle. « Madame Martin, » dit le baron d'une voix qui portait sur toute la place, « je vois que vous avez 4 personnes pour votre photographie. Le tarif pour 4 est différent. » Il se tourna vers Giraud. « Combien pour 4 personnes, monsieur le photographe ?»« 7 francs, monsieur le baron, » répondit Giraud, visiblement mal à l'aise. Le baron sortit sa bourse et posa les pièces sur le trépied de l'appareil. « Je paie la différence. Que cette famille soit photographiée correctement. Tous les 4,
Le silence qui suivit était si dense qu'on entendait le vent dans les feuilles du vieux chêne. Jean regardait le baron avec des yeux écarquillés. Pour la première fois, quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, reconnaissait son existence. Louise comprit alors que le baron savait. Il avait toujours su qui était Jean. Le maire, Gustave Bernardin, tenta d'intervenir. « Monsieur le baron, cet enfant n'a pas de papier, il n'est pas... Il est sous la protection de Madame Martin », coupa le baron. « Cela me suffit. Et cela devrait suffire à tout le village. » Il se tourna vers le père François. « Mon père, j'espère voir cet enfant à la messe dimanche prochain, avec ou sans certificat de baptême. » Jean avait les larmes aux yeux. Pas de tristesse cette fois, mais de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il avait oublié son nom, l'espoir. Henriette lui prit la main droite, Paul la gauche. Louise posa sa main sur son épaule. Ils formaient maintenant un vrai tableau de famille. Giraud se cacha sous son voile noir. Ne bougez plus. Dans 5 secondes. 4. 3. C'est alors que Jean fit quelque chose d'extraordinaire. Il sourit. Un vrai sourire, pas ces grimaces forcées qu'on fait devant les appareils photo. Un sourire qui disait « J'existe, je suis aimé, j'ai une famille ». Le déclic résonna sur la place silencieuse. Immédiatement après, le baron s'approcha de Louise. Il parla bas, mais Henriette, qui avait l'oreille fine, entendit. « Prenez soin de lui. C'est ce que son père aurait voulu. » Puis il glissa discrètement une enveloppe dans la main de Louise avant de repartir vers son château. L'enveloppe contenait 100 francs et un document. Un acte de reconnaissance posthume, signé de la main du baron, attestant que Jean Lefebvre était le petit-fils légitime de la famille de Montmorency, avec droit à une rente mensuelle de 20 francs jusqu'à sa majorité. De quoi vivre. De quoi exister officiellement. Louise faillit s'effondrer. En un instant, tout avait changé. Jean n'était plus un orphelin sans nom. Il était Jean Lefebvre de Montmorency, et même si le nom complet ne serait jamais utilisé publiquement, il avait maintenant une identité, un avenir possible. Les villageois se dispersèrent lentement, certains honteux, d'autres calculant déjà comment être dans les bonnes grâces de cet enfant qu'ils avaient méprisé. Madame Durand s'approcha avec un sourire. Je savais qu'il avait quelque chose de spécial. Je vais parler au directeur de l'école. Avec ses papiers, il pourra enfin étudier officiellement. Jean serrait l'enveloppe contre sa poitrine comme si sa vie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que dans 3 semaines exactement, la vie allait reprendre ce qu'elle venait de donner. Le destin, parfois, aime les ironies cruelles. Ce soir-là, ils mangèrent comme des rois. Louise avait acheté de la viande, du vrai pain blanc, même un gâteau. Jean mangea lentement, savourant chaque bouchée, mais cette fois sans garder de morceaux dans sa poche. Pour la première fois de sa vie, il savait qu'il y aurait un lendemain. Paul demanda « Maintenant que Jean est vraiment notre frère, il va dormir dans notre chambre ?» Louise sourit. « Bien sûr, plus jamais dans la grange, plus jamais dehors. » Henriette avait déjà commencé à coudre un oreiller avec les chutes de tissu qu'elle gardait. Jean la regardait faire, émerveillé par ces gestes simples d'une vie normale qu'il n'avait jamais espéré avoir. Le photographe Giraud développa la photo le soir même dans sa roulotte. Quand l'image apparut dans le bain de révélateur, il resta bouche bée. Sur le négatif, Jean semblait briller d'une lumière étrange, comme si son bonheur était si intense qu'il irradiait à travers la plaque de verre. Il nota dans son journal « L'enfant fantôme est devenu l'enfant lumière ». Mais dehors, le vent se levait. Un vent froid venu du nord qui annonçait un hiver précoce. Les vieux du village hochèrent la tête en disant que ce serait un hiver rude, de ceux qui emportent les plus faibles. Louise frissonna en fermant les volets, sans savoir qu'elle venait de vivre le plus beau jour de la courte vie de Jean, car dans exactement 21 jours, la température chuterait à moins 15 degrés. Et le corps de Jean, affaibli par des mois de malnutrition, ne serait pas prêt pour ce combat contre le froid. Mais ce soir-là, personne ne pensait à l'hiver. Ils étaient juste une famille, réunis autour du feu, écoutant Jean raconter pour la première fois l'histoire de ses parents,
de sa vie d'avant, libéré enfin du poids du silence. Les 3 semaines qui suivirent la photographie furent les plus heureuses de la courte vie de Jean Lefebvre. Pour la première fois, il allait à l'école officiellement. Le directeur, M. Laroche, l'avait placé avec les enfants de 8 ans pour rattraper son retard, mais Jean apprenait si vite qu'en 2 semaines, il avait rejoint la classe de Henriette. Le 20 septembre, Jean avait écrit sa première lettre. Destinée à Louise, elle disait simplement « Merci de m'avoir donné une maman ». Henriette l'avait trouvé pleurant sur ces mots, incapable de croire qu'il avait le droit de les écrire. Louise avait encadré cette lettre avec des morceaux de bois que Jean avait sculptés lui-même. Mais le 5 octobre, tout bascula. Les registres météorologiques conservés à la préfecture d'Eure-et-Loir confirment qu'une vague de froid exceptionnelle s'abattit sur la région cette année-là. La température chuta de 20 degrés en une nuit. Les récoltes gelèrent sur pied. Les puits se couvrirent de glace. Jean avait commencé à tousser le 3 octobre. Une petite toux sèche d'abord, que Louise soignait avec du miel et du thym. Mais la toux empirait. Le 6 octobre au matin, Paul courut chercher sa grand-mère. Jean ne pouvait plus se lever. Sa respiration sifflait comme le vent dans une cheminée mal ramonée. Le docteur le plus proche était à Janville, à 15 kilomètres. Avec les chemins gelés, il fallait 4 heures en charrette. Louise envoya le forgeron Antoine Moreau, celui qui avait si souvent laissé sa porte ouverte pour Jean. Mais quand le médecin arriva enfin, il secoua la tête. Pneumonie. Les poumons de l'enfant, affaiblis par des mois de privation, ne pouvaient plus lutter. « Il nous faut des médicaments de Paris », dit le docteur. « Mais même si on les avait, cet enfant a vécu sur ses dernières forces pendant trop longtemps. Son corps n'a plus de réserve. » Louise refusa d'accepter ce verdict. Elle mobilisa tout le village. Même ceux qui avaient méprisé Jean vinrent apporter ce qu'ils pouvaient. Des couvertures, du bouillon, des prières. Le baron envoya son propre médecin, mais le diagnostic fut le même. C'est alors que Jean demanda à voir le photographe. Émile Giraud était encore au village, retardé par le mauvais temps. Il apporta la photographie, fraîchement montée sur carton. Jean la regarda longuement, traçant du doigt les visages de sa nouvelle famille. « Regardez », murmura-t-il, « j'ai l'air heureux. J'ai l'air d'appartenir à quelque part. » Henriette sanglotait. Paul tenait la main de Jean si fort que ses jointures étaient blanches. Louise caressait les cheveux du garçon, ses cheveux qu'elle avait coiffés avec tant de soin pour la photo. Le 7 octobre au soir, Jean sembla aller mieux. Il mangea un peu de soupe, sourit même. Il demanda à Louise de lui raconter encore l'histoire de son fils, le père de Henriette et Paul. Il voulait tout savoir sur l'homme dont il avait, paraît-il, les mêmes yeux. Puis il sortit de sous son oreiller une petite bourse en cuir. Ses économies. 30 francs, plus les 20 francs de la première mensualité du baron. 50 francs en tout. Pour Henriette et Paul, dit-il. Pour l'école. Pour qu'ils apprennent tout ce que je n'aurai pas le temps d'apprendre. Louise voulut refuser, mais Jean insista avec une maturité qui n'appartenait pas à un enfant de 11 ans. « S'il vous plaît, laissez-moi leur donner quelque chose. Laissez-moi faire partie de leur avenir, même si je ne serai pas là pour le voir. » Cette nuit-là, ils restèrent tous autour de son lit. Jean demanda qu'on ouvre les volets pour voir les étoiles. Il dit qu'elles lui rappelaient les soirs où il dormait dehors, mais que maintenant, elles étaient plus belles parce qu'il les regardait de l'intérieur d'une vraie maison, entouré d'une vraie famille. À 3 heures du matin, sa respiration devint plus difficile. Louise le prit dans ses bras, le berçant comme elle avait bercé son propre fils des années auparavant. Henriette et Paul se blottirent contre eux. Jean ouvrit les yeux une dernière fois. Ils étaient clairs, paisibles. « Je n'ai plus peur », murmura-t-il. « Je sais maintenant ce que c'est d'être aimé. » Il mourut à l'aube du 8 octobre 1909, dans les bras de sa grand-mère de cœur, entouré de son frère et sa sœur d'adoption. Pas seul, pas abandonné, aimé. Le père François, celui qui avait refusé de le laisser rentrer dans l'église sans papier, célébra les funérailles. L'église était pleine. Le baron lui-même était présent, au premier rang. Dans son homélie, le prêtre dit « Cet enfant nous a enseigné que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour.
Il nous a montré que même les plus petits d'entre nous méritent dignité et respect. On l'enterra sous le vieux pommier du cimetière, là où les enfants du village venaient jouer. Sur sa tombe, Louise fit graver « Jean Lefebvre, fils et frère bien-aimés, 1898-1909 ». La photo de famille fut placée dans un cadre étanche et enterrée avec lui pour qu'il emporte avec lui la preuve qu'il avait appartenu à quelqu'un. Mais Louise garda le négatif. Et c'est ce négatif qui allait changer des vies, des décennies plus tard. Car le sacrifice de Jean ne fut pas vain. Avec l'argent qu'il avait laissé, Henriette put acheter des livres et devenir institutrice. Elle consacra sa vie à enseigner aux orphelins, créant la première école gratuite pour enfants abandonnés de la région. Paul devint médecin, spécialisé dans les maladies infantiles. Il sauva des centaines d'enfants de la pneumonie qui avait emporté son frère de cœur. Le baron, transformé par cette histoire, créa une fondation pour les orphelins de guerre. Des milliers d'enfants trouvèrent des familles grâce à ce qui s'appelait officieusement le Fonds Jean Lefebvre. Mais tout cela, c'était pour plus tard. Ce matin du 8 octobre, il n'y avait qu'une grand-mère qui pleurait un petit-fils qu'elle n'avait eu que 3 semaines, mais qu'elle aimerait pour l'éternité, et 2 enfants qui avaient perdu un frère qu'ils n'oublieraient jamais. 38 ans plus tard, en 1947, Henriette Martin, devenue Henriette Moreau après avoir épousé le fils du forgeron, fouillait dans les affaires de sa grand-mère décédée la veille. Louise était partie paisiblement dans son sommeil, à 99 ans, ayant survécu à 2 guerres mondiales et gardé jusqu'au bout la lucidité et la bonté qui la caractérisaient. Dans une vieille boîte en fer blanc cachée sous des lettres jaunies, Henriette trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Le négatif original de la photographie du 14 septembre 1909. Mais il y avait plus. Une enveloppe contenait une lettre que Louise avait écrite mais jamais envoyée, datée du jour de la mort de Jean. « Mon cher petit Jean », commençait la lettre, « tu es parti ce matin, mais tu n'es pas vraiment parti. Je te vois dans chaque enfant abandonné que je croise. Je t'entends dans le rire de Paul quand il raconte tes histoires de pêche. Je te sens dans les larmes de Henriette quand elle enseigne à lire à un orphelin. Tu n'as vécu que 11 ans, mais tu as changé nos vies pour toujours. » Henriette continua à lire, les larmes coulant sur ses joues. Sa grand-mère racontait tout. Comment Jean cachait de la nourriture pour les chats errants. Comment il avait sauvé Paul de la noyade dans le ruisseau sans jamais le dire à personne. Comment il sculptait des jouets pour les enfants plus pauvres que lui. Ce qui semblait impossible tant il était démuni. Mais la vraie révélation vint avec une deuxième lettre, celle-ci du baron de Montmorency, datée de 1910. « Madame Martin, je vous écris pour vous confesser ce que je n'ai jamais eu le courage de dire. Jean était mon petit-fils. Son père, Pierre, était mon fils. J'ai laissé la honte et l'orgueil m'empêcher de reconnaître cette vérité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La façon dont vous avez aimé cet enfant m'a montré ce qu'était la vraie noblesse. Ce n'est pas le sang qui fait la grandeur, c'est le cœur. » Henriette décida alors de faire quelque chose avec ces documents. Elle contacta le nouveau maire de Saint-Étienne-des-Champs et proposa de créer un mémorial. Pas seulement pour Jean, mais pour tous les enfants invisibles de France. Le 14 septembre 1950, exactement 41 ans après la photographie, le mémorial Jean Lefebvre fut inauguré. Au centre, agrandi et encadré, la photo de famille. En dessous, cette inscription. Ici vécut Jean Lefebvre, 1898-1909. Orphelin devenu fils, étranger devenu frère, invisible devenu éternel. Que son histoire nous rappelle qu'aucun enfant n'est de trop dans une photographie, qu'aucune vie n'est de trop dans ce monde. Paul, devenu un médecin réputé de Paris, prit la parole ce jour-là. Jean m'a appris la médecine avant même que je sache ce que c'était. Il m'a montré que soigner, c'est d'abord voir ceux que personne ne regarde. Grâce à lui, j'ai sauvé des vies. Mais lui, il a sauvé nos âmes. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle prit une dimension inattendue. Un journaliste parisien présent à l'inauguration écrivit un article qui fut repris dans toute la France. La photo de Jean devint le symbole d'une campagne nationale pour les droits des orphelins. En 1951, une loi fut votée, garantissant l'éducation gratuite et obligatoire
pour tous les enfants sans famille. Mais le plus extraordinaire se produisit en 1987. Une équipe d'historiens numérisant les archives photographiques de la région tomba sur le négatif original. Avec les techniques modernes, ils purent agrandir l'image et découvrirent un détail que personne n'avait remarqué. Dans la poche de Jean, dépassant légèrement, on pouvait voir un petit morceau de papier. C'était le billet qu'il avait écrit ce matin-là. « Merci de m'avoir choisi ». Cette découverte relança l'intérêt pour l'histoire. Un réalisateur en fit un film. Des écoles prirent le nom de Jean Lefebvre. Son histoire fut enseignée comme exemple de résilience et d'humanité. Des milliers de familles décidèrent d'adopter après avoir vu sa photo. En 2009, pour le centenaire de sa mort, Isabelle Moreau, l'arrière-petite-fille de Henriette, retrouva les descendants du baron de Montmorency. Ensemble, ils créèrent la fondation Jean Lefebvre, qui a depuis placé plus de 10 000 orphelins dans des familles aimantes. La photo originale est maintenant au musée d'Orsay, dans une exposition permanente sur la photographie sociale. Chaque jour, des visiteurs s'arrêtent devant elle. Certains ne voient qu'une grand-mère avec ses petits-enfants dans un champ. Mais ceux qui connaissent l'histoire voient plus. Ils voient un moment où l'humanité a triomphé de l'indifférence, où l'amour a vaincu les conventions, où un enfant invisible est devenu immortel. Le conservateur du musée raconte qu'il arrive parfois que des visiteurs laissent des fleurs devant la photo. Des roses blanches, le plus souvent, avec un petit mot, pour Jean, pour qu'il sache qu'on ne l'oublie pas. Car c'est cela, le vrai miracle de cette photographie. Elle a capturé non pas 3 semaines dans la vie d'un orphelin, mais l'éternité d'un amour qui refuse d'abandonner. Elle nous rappelle que parfois, il suffit d'une seule personne qui dit « tu fais partie de nous » pour changer le destin d'un enfant. Et que ces 3 semaines d'amour peuvent résonner à travers les siècles. Aujourd'hui, quand vous regardez cette photo, souvenez-vous. Ce n'est pas l'histoire d'un enfant qui est mort trop jeune. C'est l'histoire d'un enfant qui a vécu juste assez longtemps pour nous enseigner ce qui compte vraiment. La famille n'est pas dans le sang qui coule dans nos veines, mais dans les mains qui se tendent quand nous tombons. L'amour n'est pas dans le temps qu'on partage, mais dans l'intensité avec laquelle on aime. Jean Lefebvre n'a vécu que 11 ans. Mais dans ces 11 ans, et surtout dans ces 3 dernières semaines, il a vécu plus d'amour que certains en une vie entière. Et grâce à une photographie, grâce à une grand-mère qui a dit oui quand le monde entier disait non, son histoire continue de sauver des vies, de créer des familles, de rappeler au monde qu'aucun enfant n'est invisible quand quelqu'un prend la peine de le regarder vraiment. La prochaine fois que vous verrez un enfant seul, perdu, invisible, souvenez-vous de Jean. Souvenez-vous qu'il suffit parfois d'un geste, d'un regard, d'un viens. Tu fais partie de nous pour changer une vie. Et qui sait? Peut-être que dans 100 ans on racontera votre histoire. L'histoire de celui ou celle qui a vu l'invisible, qui a aimé l'inadoptable, qui a prouvé qu'en ce monde, personne n'est de trop sur la photo de famille de l'humanité. Cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels historiques, nous rappelle qu'il suffit parfois d'un seul geste d'accueil pour transformer une vie entière. Jean n'a vécu que 11 ans, mais son sourire sur une photographie continue de traverser le temps comme un témoignage de dignité et d'amour. Nous apprenons ici que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais avant tout de cœur. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Madame Louise? Avez-vous déjà connu dans votre famille ou dans votre village un enfant invisible qu'on ne voulait pas voir? Comment auriez-vous réagi face au regard du village, face au poids des traditions? Si vous êtes resté jusqu'au bout de ce récit, écrivez le mot « espoir » dans les commentaires. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et osez, si vous le souhaitez, partager une histoire ancienne de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Peut-être pourra-t-elle inspirer de futurs épisodes pour cette chaîne. Merci de nous accompagner dans ce voyage de mémoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, d'activer la cloche et de partager ce récit autour de vous. Enfin, cliquez sur le carton de fin pour découvrir d'autres histoires tout aussi bouleversantes.